Avec Toupargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés, partez à la découverte de Terre de France. Quand vous pensez à Collioure, vous pensez au peintre, vous pensez à son château, vous pensez peut-être aussi aux anchois. Il y a aussi plein de jolis endroits où se balader et ces endroits, on va les découvrir avec Cléo. Alors pour l'instant, il fait très beau, mais on a un petit doute sur le temps, alors j'ai quand même tout prévu. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Cette balade à Collioure commence de bonne heure. Cléo m'a donné rendez-vous juste après le lever du soleil sur le bord de la plage pour prendre un petit café. Elle est guide ici à Collioure et pour la petite histoire, elle habite juste en face de cette plage. Quelle chance de se réveiller chaque matin avec cette vue. Cléo, c'est vraiment un magnifique endroit pour prendre un petit déjeuner et toi, tous les matins, tu te réveilles face à ça. Voilà, c'est ce que je vois et c'est ce que j'aime. Ouais, c'est pour ça que je suis venue ici. Parce que j'aime cette mer, j'aime cette petite baie protégée et puis cette vue qui va jusqu'à l'infini. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette vue? C'est un endroit particulier parce qu'on est vraiment dans le centre, le port central de Collioure. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, on est au Faubourg. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, on peut s'imaginer les Grecs avec leurs petits bateaux qui arrivent dans ce port qui n'est pas encore habité, qui vont faire le commerce avec le peuple des Ibères qui est ici. Voilà, qui vont nous amener la vigne par exemple, et qui vont construire là en hauteur sur ce rocher épineux où maintenant il y a le château royal, les premières habitations creusées dans le roc. Et alors ici il y avait des bateaux aussi? Ici, alors oui, plus tard on devient un port de pêche. Au 19e, il y avait Sète qui est un grand port de pêche et après c'était Collioure. Voilà. Il faut s'imaginer sur la plage là, 160 barques catalanes, ces belles barques avec des jolies couleurs. C'est parce que c'est aussi beau que tu t'es installée ici? Oui, c'est un peu pour ça, mais c'est parce que je connais ce village depuis longtemps. Moi je suis du Nord, je suis de la Hollande, je viens encore plus loin que toi. Mais ma grand-mère est née dans ce petit village en 1914. Ah, c'est génial. Voilà. Et donc tu venais ici Alors, je venais chaque été, mon père et ma mère descendaient en voiture avec les 3 enfants derrière et on allait retrouver voilà, le soleil. Ah, c'est vrai que la nature est présente, on voit des jardins derrière et puis surtout il y a les Pyrénées juste derrière nous, la mer, le vent aussi, oui, le vent. qui est assez présent. Le vent et aujourd'hui un petit peu le froid aussi, ce qui est inhabituel. Et puis cette petite crique, il y a aussi des gens importants qui se sont installés ici en fait. Bah ouais, là en 1905, il y a Henri Matisse, le grand peintre, qui a pris un atelier juste là, avec cette magnifique vue. Henri Matisse qui arrive donc à 35 ans à Collioure, qui est un peintre à l'époque pas encore très connu. Il cherche son style, il ne l'a pas encore trouvé et c'est à Collioure qu'il va se libérer de toutes ces contraintes. Et le fauvisme, hein, ce courant de peinture qui est à la base de l'art moderne, né dans ce village. Ici? Ici, voilà. C'est ça aussi qui attire les gens à Collioure? On vient encore ici à cause de Matisse? C'est-à-dire que mondialement, Matisse, c'est quand même un sacré monsieur, ouais. Hein, bien connu par tout le monde. Donc Collioure et Matisse sont associés parce que voilà, son début de sa carrière se passe ici et ces toiles ramenées de Collioure vont être des chefs-d'œuvre qui sont dans tous les musées du monde. Moi, je suis médiatrice culturelle à la Maison du Fauvisme, donc je reçois tous les jours des gens à la recherche de cette belle histoire. Et c'est des gens qui viennent voilà, d'Australie, d'Amérique et qui ont entendu que Collioure et Matisse sont associés et qui veulent retrouver quelque chose de cette lumière, de ces couleurs, de ce village. On comprend qu'il a été inspiré. Hein. Oui. On part de la plage, on marche 5 minutes et on arrive dans ce parc municipal qui est magnifique et surtout qui donne une vision à la fois sur la mer et puis sur la montagne qui est juste derrière nous. Oui, c'est ça qui est la beauté de Collioure. C'est vraiment ces Pyrénées qui meurent dans la baie de Collioure.
Voilà, on a longtemps fait le commerce sur cette Méditerranée. Et puis on a été protégés par ces montagnes, hein, avec nombreux forts et châteaux qu'on a construits comme ça autour de Collioure. Et on voit l'importance qu'avait ce village à l'époque. Et donc les Pyrénées, c'est une frontière naturelle entre la France et l'Espagne, mais Collioure, ça a été pas que français. Oui, il y a eu ça. des va-et-vient entre l'Espagne et avant ça l'Aragon, hein, avant que l'Espagne soit unifiée. Et c'est qu'au XVIIe siècle que vraiment les Pyrénées deviennent la frontière avec l'Espagne. Alors dans les montagnes, on voit aussi qu'il y a beaucoup de vignes. C'est une culture qui est importante ici. Bah oui, à Collioure, voilà, c'était la pêche et le vin. Hein, les Colliourins qui avaient un pied dans la mer, un pied dans la montagne. Tout le monde faisait du vin et tout le monde pêchait. On est passé devant un tout petit bâtiment de style un peu mauresque qui est très joli, là, juste sur le chemin. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la Gloriette, où Arletty venait fumer. C'est le fumoir d'Arletty. C'est le fumoir d'Arletty, puis oui, c'est les années après la guerre où Collioure était plein de gens comme ça, assez connus, des écrivains, des peintres, qui venaient passer du temps ici. Il y a un moulin aussi qu'on aperçoit juste au-dessus de nous. Est-ce qu'il fonctionne encore? Oui, il fonctionne à nouveau. Et aujourd'hui, il fait de l'huile d'olive. D'accord. Oui, parce qu'il y a pas mal d'oliviers aussi. Alors moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'il y a plein de petits murets. Ici, il n'y a pas de tracteur. Hein. C'est les Templiers qui introduisent cette façon de terrasser les vignes, les montagnes à Collioure. Et c'est un système qui est encore aujourd'hui actuel. Alors un peu plus loin là-bas, on aperçoit, donc c'est un parc magnifique parce qu'on voit aussi donc le port, le château. Est-ce que tu nous emmènerais par là? Oui. Ouais. On a encore beaucoup de choses à découvrir à Collioure avec Cléo, mais je m'échappe quelques instants pour vous faire découvrir une spécialité bien connue de la ville, les anchois. Autrefois, la pêche et la conservation des anchois étaient les activités les plus importantes ici. Aujourd'hui, il ne reste que quelques entreprises, dont la maison d'Esclos. Je pars donc à la rencontre de Rémi, digne représentant de la 6e génération de la famille, qui a repris le flambeau de l'entreprise familiale. Rémi, l'entreprise, elle est plus que centenaire, c'est ça? Exactement, l'entreprise a été fondée par le grand-père de mon grand-père en 1903. Alors moi, je suis actuellement la 6e génération qui travaille dans l'entreprise. On a traversé le siècle de la meilleure des façons possibles. Parce que l'anchois, c'est vraiment le truc typique de Collioure, mais à une époque, vous étiez extrêmement nombreux, les saleurs d'anchois, ça. Il faut savoir que la légende veut nous faire croire que Christophe Colomb, lorsqu'il découvrit les Amériques, avait dans ses caravelles des anchois de Collioure. C'est vrai. Donc ça remonte il y a très longtemps l'histoire de l'anchois à Collioure. Alors surtout, ça s'est développé, l'essor de l'anchois s'est développé au cours du XXe siècle. Alors à l'époque, à Collioure, il y avait 3 métiers qui se détachaient. Il y avait vigneron, il y avait pêcheur d'anchois et il y avait saleur d'anchois, c'est-à-dire transformateur, le métier que nous faisons. D'accord. Donc les anchois, ils arrivent sur le port, enfin à l'époque en tout cas, et puis ensuite ils sont transformés ici? Exactement. Le process de la fabrication de l'anchois, c'est très simple. Nous, on achète la matière première au pêcheur et de là, on va le saler une première fois afin de faire dégorger le produit. De là, après, on va le laisser quelques temps se vider en quelque sorte de son sang. Et puis après, on va l'étêter et l'éviscérer, tout ça à la main. Et on va le mettre à maturation. Ah, c'est encore fait à la main? Tout est fait à la main. Nous, on a gardé le même process de fabrication qu'au Moyen-Âge, spécifique à Collioure. Et après, ça part à maturation, minimum 150 jours, dans le sel. Okay. Voilà, avec du poids dessus, histoire de bien faire passer le sel à travers tous les anchois. Et en fait, c'est le sel qui cuit, c'est ça? Exactement. En fait, l'anchois mûrit en quelque sorte dans le sel. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans nos bocaux Exactement. Ça, c'est ce que nous, on appelle l'anchois traditionnel, l'anchois façon Collioure, l'anchois qui a un goût salé en bouche. Et donc après, il y a une autre préparation d'anchois aussi, ce que vous avez là, oui. ce qu'on appelle les boquerones, c'est de l'anchois frais, mariné dans le vinaigre pendant quelques heures. L'anchois traditionnel, j'ai l'habitude de dire que c'est un plat. Quand je dis c'est un plat, il faut le marier avec quelque chose qui va atténuer le sel. De l'ail, du persil, des œufs durs, des poivrons, des pommes de terre bouillies. Le boqueron, c'est plus un tapas, ça se suffit à soi-même. Voilà. D'accord. Et alors, il y a un petit apéritif aussi du coin, non? C'est ça qui se boit avec hein, Exactement. Il est très courant de pouvoir associer l'anchois avec le banyuls, qui est un vin doux naturel de notre terroir. Alors, c'est un vin un peu à tendance sucrée, donc ce qui fait un mélange intéressant avec les anchois salés et sucrés. Bon, allez, on goûte. Là, vous avez les boquerones, qui sont de l'anchois frais mariné dans le vinaigre pendant quelques heures. Et là, au milieu, vous avez l'anchois traditionnel salé. Alors, je commence par le boqueron. Alors C'est hyper frais en fait aussi. Bah, c'est délicieux. Et alors celui-ci, il va être un peu plus salé. Celui-ci va être salé, c'est celui-là l'anchois traditionnel.
sont vraiment excellents. Alors ça c'est pour l'apéro. Exactement. D'ailleurs à Collioure, on a l'habitude de les manger avec de l'ail, du persil, des œufs durs. C'est vraiment l'anchois à la colliorenque. Je retrouve Cléo de l'autre côté de la plage, au château. Ici aussi on a un joli point de vue. Bien souvent, pour accéder à la vieille ville, les touristes contournent le château en longeant la mer, mais Cléo me propose d'emprunter le petit chemin par derrière. Cléo, c'est une vue du château qu'on n'a pas l'habitude de voir justement. Bah oui, c'est pour ça que je vous y amène. Moi j'adore passer par ici, même au mois d'août, quand il y a beaucoup de monde à Collioure, où il y a 20 000 visiteurs par jour. Là on trouve toujours un petit moment de calme. Alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit donc, que le château a été construit pratiquement directement dans la roche, quoi. Voilà, il faut s'imaginer ce grand rocher où les premiers habitants de Collioure vont construire leur maison. Il y a plusieurs strates, hein, il y a des différentes époques. Non, voilà, à Collioure, dans le château, on voit toute l'histoire du village. Alors, voilà d'abord les premiers habitants, moins 600 avant Jésus-Christ, puis arrivent les Romains. Là, ils n'ont pas laissé beaucoup de traces, mais ils avaient fait un petit château. Puis les Visigoths qui vont être dans le château aussi. Puis plus tard, les comtes du Roussillon qui vont réinvestir dans ce pays qui avait été un peu dévasté par les Normands, les Arabes qui étaient venus par ici. Et puis donc, très vite, Collioure va avoir ce magnifique petit château médiéval avec ce beau donjon. Et Vauban est passé par ici aussi, hein? Ah oui, Vauban, mais d'abord Charles Quint. Ah oui. Charles Quint arrive, fait pas mal de forts, le fort Saint-Elme qu'on a vu là-haut, et puis plus tard Vauban. C'est donc en 1659 qu'on devient vraiment français ici, sous Louis XIV. La vieille ville se trouvait là où on est maintenant. D'accord. Pour défendre la ville, il va vouloir faire un glacis pour protéger le château et une demi-lune. Et pour cela, le village doit disparaître. Donc ce village médiéval qui était là, 150 maisons vont être rasées et les gens de Collioure vont trouver un autre emplacement dans la ville derrière. Et au faubourg qui va être construit. D'accord. Ce château, il va aussi malheureusement avoir une histoire un peu plus sombre. Au début du XXe siècle, c'est ça? Oui, c'est en 1939 que les Espagnols vont fuir Franco et certains des Espagnols seront emprisonnés dans ce château. Au château, il y a une exposition qui parle de la retirada, qui essaye de mettre la lumière sur cette histoire triste. Et ce château, aujourd'hui, on peut le visiter? Et ce château, il se visite, oui, il y a des visites guidées. Où on comprend vraiment l'histoire de Collioure. Et puis il y a des expositions aussi d'art, ils font pas mal d'événements, de la musique, etc. D'accord. Et alors pour poursuivre la balade, où est-ce que tu nous emmènes? Alors j'aimerais vous amener sur les traces de Matisse. On va aller en ville et regarder les tableaux que Matisse a fait en 1905 avec André Derain. Voici une autre spécificité de Collioure. Beaucoup de peintres sont venus y trouver l'inspiration, et notamment Henri Matisse. Et vous allez voir que les maisons de la ville doivent peut-être un peu leur couleur à cet artiste qui a révolutionné la peinture. On descend tranquillement, la mer est juste là. Comment s'appelle ce quartier? Alors ça, c'est le quartier du Faubourg. C'est le quartier le plus pauvre à l'époque de Collioure, où on retrouve toutes ces maisons colorées où habitaient les pêcheurs. D'accord. Et c'est toutes ces couleurs qui ont inspiré Matisse? Matisse avait les couleurs dans son cœur et il les a mis sur les façades des maisons parce qu'en fait les maisons n'étaient pas aussi colorées à l'époque. Ah, d'accord. Elles étaient d'un rose pâle, un peu on peut dire couleur langouste bouillie, voilà. Belle image. Et donc finalement c'est presque lui qui a inspiré la couleur des maisons. Oui, il a une grande influence sur ce village. C'est génial de trouver un tableau comme ça de Matisse dans la ville. Eh ben oui, il y en a plein. En fait, il y en a 9. Il y a 9 reproductions de Matisse et Derain qui sont partout sur les remparts et en haut du village. Ça, c'est le port. Oui, on voit l'église Notre-Dame-des-Anges, cette magnifique église qui a les pieds dans l'eau, chose unique dans le monde, que là, Matisse a transformée dans une grande masse verte. Voilà, c'était ici, en fait. Donc là, en fait, c'était la plage, c'est ça? Oui, alors il faut s'imaginer une grande étendue de plage qui allait jusqu'au château et jusqu'à l'église. Les bateaux étaient allés sur la plage. L'hiver et l'automne se reposaient souvent là au pied du mur. Et là, il y avait les ravaudeuses qui ravaudaient ces filets et donc une soixantaine de barques. Et alors, la plage, elle a une particularité, c'est qu'en fait, c'est pas du sable. Les touristes, ils n'aiment pas toujours, mais nous, on aime bien. C'est légalé, c'est propre, et puis c'est joli. En termes de couleur, c'est voilà, aussi beau. c'est joli, ouais.
Alors ce tableau, c'est Signac, c'est ça? Voilà, c'est Paul Signac qui vient ici en 1887. C'est un des premiers peintres à découvrir ce petit port lumineux. Et c'est lui qui va dire à Matisse de venir à Collioure. D'accord, et on reconnaît bien en fait. Hein. Voilà, moi je suis toujours assez fière de mon village. Je montre dans les visites guidées ce tableau pour dire, regarde, comme rien n'a changé. Hein. C'est rare. Effectivement, rien n'a changé. Voilà, à part le toit, vous avez vu du donjon, Ouais. qui avant était un toit peintu. Ouais. C'est beau, hein? Magnifique. Là, on est sur un style complètement différent. Hein. Là, on est dans le fauvisme d'André Derain. Peu de précision, mais un effet très fort. Et c'est pour ça que ça s'appelle le fauvisme en fait. Hein. C'est Voilà. ce côté un peu sauvage. Bah voilà, c'est des traits sauvages hein, quand ils arrivent avec leurs tableaux de Collioure pour les exposer au Salon d'automne à Paris. Bah, Paris est en crise, jamais on a vu des choses aussi farfelues. Et c'est là où on les va les baptiser les fauves. Alors le tableau s'appelle le phare de Collioure. Et c'est un phare église en fait. Hein. Voilà, C'est ce qu'on voit là. il lui coupe la coupole, hein, il fait ce plan un peu serré et enlève la coupole de l'église et l'appelle le phare, parce qu'avant c'était un phare, hein, comme je vous disais, XIIIe siècle, mais plus tard Vauban arrive et on va donc reconstruire une nouvelle église parce qu'il a détruite aussi, il a essayé de la conserver mais il n'a pas pu. Donc le phare est devenu un clocher et ensuite il y a eu ce dôme qui a été rajouté. Voilà, hein, cette coupole vient beaucoup plus tard. L'église date donc de la fin du XVIIe siècle et c'est qu'au début du XIXe siècle qu'on va décider de faire ce dôme. Sur ce tableau, les rochers, ils ont une couleur orangée. Ça ressemble un peu finalement au réel. Oui, ben, on peut dire que la côte vermeille, vermillon, hein, donc la côte rouge, parce que les rochers deviennent rouges, ils contiennent beaucoup de fer et deviennent rouges souvent avec le coucher du soleil. Et donc la côte vermeille, c'est de où à où? Ben, ça commence au Racou, donc Racou c'est la fin de l'Argelès et ça va jusqu'à Cervère. D'accord. Et c'est les particularités de ce littoral, c'est des petites criques, c'est ça? Voilà, il y a plein de jolies petites criques, c'est des petites plages très protégées et puis on peut se promener le long de ces... Les chemins, c'est ça? Voilà, il y a plein de petits chemins dans les vignes, au bord des rochers, c'est magnifique. D'accord. Et alors juste derrière nous, c'est la chapelle Alors c'est la petite Saint-Vincent. chapelle de Saint-Vincent. On s'est mis un petit peu à l'abri pour évoquer cette chapelle, c'est la chapelle Saint-Vincent, c'est ça? Oui, c'est Saint-Vincent. Saint-Vincent, il est très important pour Collioure. Voilà, il est mort à Collioure, martyrisé par les Romains en 303. D'accord. Voilà, il y a eu des miracles et on a érigé cette chapelle à son honneur. Qui n'a pas toujours été reliée à la terre, hein, c'est ça? Voilà, ouais, il faut s'imaginer que ça, c'était une petite île. C'est une tour qu'on voit là-haut? Alors ça, c'est la tour de Madeloc et la tour de la Massane. C'est des tours du XIIIe siècle c'est des tours de signaux. On faisait des signaux de fumée ici. Voilà. Ben, on communiquait des messages jusqu'à Perpignan, jusqu'à Bayonne même. Incroyable. Voilà, c'était très très rapide parce que donc l'information arrivait là, puis on faisait un feu, et suivant et suivant. Cléo, comment s'appelle cette rue? C'est la rue Lacaran. Alors c'est un vrai décor. Oui, c'est magnifique ici. C'était les maisons des officiers parce qu'on est juste en bas du fort Miradou, D'accord. le fort que Vauban a construit. Et ça, c'était les habitations des officiers. Souvent, on dit c'est les maisons de pêcheurs, mais en fait, c'est pas ça. C'est une rue qui a inspiré pas mal d'artistes. Oui, bah, en bas, il y a un tableau, vous verrez, de Derain. Et puis, bah, on comprend aussi que le fauvisme, hein, il soit né dans ce pays quand on voit toutes ces belles fleurs, ces belles couleurs, et puis cet aspect un peu sauvage. Et tu venais déjà de balader ici Ah quand oui, tu étais oui, moi j'ai emmené mon amoureux, on venait s'embrasser. Génial. Donc la promenade romantique, si Voilà. vous venez à Collioure. Dans le Moret, hein, ce quartier il s'appelle le Moret. D'accord. Eh ben merci Cléo, c'était génial cette balade avec Ben, merci toi. à Merci toi. de nous avoir Merci à vous. accompagnés pour cette émission. Et c'est ici qu'on se quitte. Merci. À bientôt. À bientôt. Après cette belle et longue balade à la découverte de Collioure, il y a une dernière personne que j'aimerais vous présenter. Je suis sur la terrasse du restaurant du chef Frédéric Baquier, un véritable amoureux des produits du terroir catalan et de la Méditerranée. Je crois qu'on est devant une des plus belles vues de Collioure, mais on est aussi dans une des meilleures tables de Collioure, donc c'est quand même l'endroit idéal. Frédéric, c'est toi qui officie en cuisine, le chef de la Balette.
Exactement. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour Terre de France. Et donc tu t'es installé ici il y a 10 ans, c'est ça? Exactement, ouais. J'ai postulé il y a 10 ans. J'ai commencé l'aventure, une belle aventure qui dure depuis 10 ans maintenant avec l'étoile Michelin. Et voilà, donc, à l'origine, ton petit accent, il te vient de la région toulousaine, hein, c'est ça? Mon accent que je ne veux pas perdre, il vient de Pyrénées-Centrales, de l'Ariège. Exactement. Et le déclic, justement, tu disais, j'ai eu un déclic sur la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te plaît, toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? C'est vrai que j'ai du mal à partir de la Méditerranée, je ne m'en lasse pas. Parce que la cuisine qu'on trouve chez toi, c'est une cuisine qui est très locale, avec des produits du coin? Exactement, donc depuis, c'est vrai que je travaille les poissons bleus, je travaille que ce soit le maquereau, les anchois, les sardines. Puis après, côté espagnol aussi, côté côte catalane, Catalogne du Sud, avec les gambas rouges, avec tous ces produits qui sont... Les gambas rouges, qu'est-ce que c'est? Alors c'est les petites crevettes rouges, crevettes fraîches, qui sont pêchées dans une faille entre Palamos et Rosas. Quand elles remontent à la surface, l'oxygène, elles sont toutes rouges, donc elles sont... Et c'est pour ça qu'elles s'appellent comme ça? C'est pour ça qu'elles sont remontées très rapidement. C'est un produit d'exception, c'est un petit peu le crustacé, le homard un peu de la Méditerranée. Mais, Et alors la clientèle de ton restaurant, elle vient d'où? Alors j'ai une clientèle étrangère, mais j'ai beaucoup de clients, une clientèle de Toulouse, toulousaine, région toulousaine. Ah oui, ouais, donc on vient de loin pour manger ici. Exactement. Et pour dormir aussi, parce qu'il y a un voilà, hôtel. C'est un hôtel 4 étoiles avec 23 chambres. Et la Balette d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle la Balette? Il paraît que c'est en général la Balette qui s'est échouée sur la plage. Donc, Toi, tu t'es pas mal remis en question, je crois. Même il y a quelques années, tu as changé un peu ta façon de cuisiner. Oui, c'est vrai que j'étais un petit peu dans les produits un petit peu rassurants pour les chefs. Dans les produits un petit peu de luxe, comme le homard, la langoustine, le homard de Bretagne, la langoustine, la truffe. Depuis 5 ans, j'ai essayé de travailler l'environnement où je travaille, c'est-à-dire la côte méditerranéenne. Alors, est-ce que tu nous montrerais à quoi ça ressemble justement? Parce que maintenant qu'on en a parlé, on a quand même très envie de voir à quoi ça ressemble et d'y goûter peut-être. Bien sûr, avec plaisir. Ouais, on y va. Allez. Alors Frédéric, qu'est-ce que tu as pensé nous préparer aujourd'hui? Alors là, je vais vous préparer un encorné de Méditerranée avec du boudin noir et des petits artichauts violets de la région, du département. D'accord. De la Salanque plus précisément. Et le boudin aussi, il vient d'où? D'ici, de la région aussi, production un côté un peu épicé, un côté un peu poivré. Catalan, c'est ça? Catalan, exactement. Alors comment ça se passe? Alors on va travailler l'encorné sur une forme... on oublie un peu la plancha avec l'encorné, avec la persiade. Donc là, je l'ai travaillé un peu à basse température, avec une cuisson à 100 degrés, pendant 20 minutes au four. Alors j'ai travaillé l'encorné à plat. Bien sûr, je l'ai vidé au préalable. Alors on va disposer des petites tranches de boudin. D'accord. Alors là, je viens on a fermer. 6 tranches. Voilà, là je viens fermer. Donc on le ferme bien, voilà. Voilà. On dirait presque un bonbon. Exact. Donc ça part en cuisson dans une plaque, Ouais. au four au bain-marie. Et après, voilà, on obtient, après cuisson, j'ai pris un peu d'avance, on obtient ça. Donc après, on vient tailler de jolies tranches. Donc là, on est juste sur de l'encorné et le boudin. Exactement. On n'a rien rajouté. Non. Parce que l'assaisonnement, il se fait tout seul avec le boudin, donc pas besoin de... Et puis après, il y a la petite sauce qui va venir, donc pas besoin de... Déjà, c'est joli. Et donc là, on va commencer le dressage. On va disposer. Commencer à mettre les artichauts. Donc celui-là, il est cuit, cet artichaut. Ah, celui-là, il est confit dans l'huile d'olive. D'accord. L'huile d'olive... L'huile d'olive de Collioure, voilà. Les oliviers qu'on retrouve sur la colline. On a tout à côté, donc il faut travailler tout ça. Donc là, on vient un peu amener un peu de fraîcheur avec de la roquette. Et oui, donc
Petit truc pour assaisonner la salade sans assaisonner le reste. Exactement. Tremper la feuille dans l'huile d'olive. Pour l'acidité, on va rajouter un petit peu de pomme Granny Smith. Alors c'est un petit jus de tête de gambas rouge. Donc ça fait des sauces assez... Et donc là, tu prends les têtes, tu les mets à bouillir Je fais un petit jus de crustacés, donc avec de l'huile d'olive, du fenouil. On obtient des jus quand même assez goûteux. Donc là, je viens juste... Donc tu l'as émulsionné un voilà, petit peu j'ai émulsionné un peu, que ce soit un un peu plus mousseux, un peu plus léger. Voilà. C'est beau, ça a l'air délicieux. Voilà. Il n'y a plus qu'à goûter. Il n'y a plus qu'à goûter en fait. Alors comment je fais là? Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors il faut d'abord commencer par l'encorner, puis après avec la sauce. Alors, tu viens saucer un peu l'encornet. Ouais. C'est assez exceptionnel avec le petit. C'est vrai que les pommes. La sauce est importante. Ça donne vraiment un et goût la aussi, pomme, voilà, ça réveille autrement, ça réveille un peu le plat. Ouais. Ah oui, et la sauce, juste exceptionnelle. Une bonne sauce, ça fait un grand plat, donc c'est important le sauce. Ben merci Frédéric. Merci à vous. On s'est régalé. C'est ici, dans les cuisines de Frédéric Baquier, que se termine notre épisode à Collioure. En plus d'être excellente, sa recette a l'air plutôt facile à refaire chez soi. C'était Terre de France avec Toubargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés. Vous voulez voyager?